Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Free TV. Monde Politique reçoit pour vous une personnalité qui n'est plus à présenter. Ministre de l'Environnement et du Développement durable dans un des gouvernements de Blaise Compaoré, homme politique de plus de 30 ans de carrière qui a pris sa retraite, économiste chevronné, il s'appelle Salif Ouedraogo, à qui nous disons ensemble bonjour et bienvenue. Bonjour M. Bourma. Merci de répondre présent à notre invitation à l'émission Monde Politique. Merci. Lors de votre passage au tribunal de l'actualité, vous aviez dit que vous n'étiez plus partisan de la démocratie, donc du système partisan, donc on va en savoir davantage. Oui. Donc vous êtes en monde politique et nous allons parler de ces choses-là. Alors, pour camper le décor, sachez que notre invité a été ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il a été également un cadre supérieur et membre donc du staff dirigeant de la DFRDA puis de l'UNDD. Il a pris sa retraite politique. C'était un consultant en économie. Alors, nous allons commencer cette émission. Alors, vous êtes un économiste chevronné pour qui connaît votre profil, mais vous êtes retrouvé au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Qu'est-ce qu'un économiste est allé chercher? Ou bien qu'est-ce qu'on a envoyé un économiste aller faire au ministère de l'Environnement, où on gère des forêts et des eaux? Non, mais j'étais en mission. Okay. J'étais en mission et je dois vous avouer qu'au premier moment, j'avais des appréhensions. Je me suis posé les mêmes questions que vous, ah oui. Parce que ce n'était pas mon domaine de prédilection. Mais je me suis dit que en tant que Burkinabé, je devais aller où le pays avait besoin de moi et essayer d'apporter ma pierre à l'édification de ce pays-là. Et je dois vous affirmer qu'une fois à l'intérieur du ministère, en peu de temps, j'ai été passionné. Passionné parce que j'ai compris que l'environnement était à la base de tout. Que l'environnement était la mère nourricière de tous les secteurs de développement et qu'il fallait faire tout pour valoriser ce ministère et pour le mettre au devant de la scène. C'est pour cela qu'avec tous les cadres que j'ai retrouvés là-bas, je profite encore pour les remercier, les tirer mon chapeau, parce que pendant tout le séjour, le passage que j'ai fait au ministère de l'Environnement et du Développement durable, ces cadres m'ont été d'une utilité fondamentale. C'est ainsi donc que nous avons pris des initiatives. Ce n'était pas dans nos notes de mission. Vous avez entendu parler de la fameuse loi sur les sachets plastiques. Oui. C'était lors, par exemple, d'une journée des paysans à Fada. Un paysan a posé la question au président Blaise Compaoré, qui s'est retourné vers le Premier ministre, Tiao, et le Premier ministre Tiao s'est retourné vers moi, ministre de l'Environnement. J'ai dit, mon Premier ministre, laissez-moi, je rentre à Ouagadougou, je réunis mon staff, ma direction, mes cadres, on va vous proposer une solution. Quand je suis rentré, j'ai regroupé mes cadres et j'ai dit que moi, il fallait qu'on réfléchisse sur l'adoption d'une loi pour interdire les sachets plastiques, parce que ça va avec beaucoup de dégâts. D'accord. Voilà, donc, mais aujourd'hui, c'est vrai que la loi interdit les sachets plastiques. Oui. L'effort qui est fait aujourd'hui, c'est des sachets biodégradables, oui, de plus en plus. Oui. Mais ça ne veut pas dire que le plastique a quitté le quotidien. Non, le plastique n'a pas quitté. Qu'est-ce qui n'a pas marché en temps? Non, mais ce qui n'a pas peut-être marché, c'est que, comme je l'ai toujours dit, moi, ma conception, c'est que l'État, c'est une continuité. Et j'ai toujours dit que lorsque dans un département, dans un ministère, dans une direction, de bonnes initiatives sont prises, on se doit de les poursuivre pour l'intérêt de la nation. On se doit de les poursuivre. Okay. Le problème des sachets plastiques, c'est un problème qui est posé et à résoudre. Qu'on le veuille ou non, que ce soit maintenant ou dans 20, 50 ans, il faut le résoudre. Peut-être que ceux qui m'ont plus ou moins remplacé n'ont pas eu la même passion et le même engagement que moi. Mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais ce n'était plus une question, comme j'ai dit aussi, du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Parce qu'une fois que la loi a été votée au niveau de l'Assemblée nationale, c'est à l'exécutif dans son entier de veiller à son application. Donc c'est à ce niveau-là que ça a failli, que peut-être que le ministère de l'Environnement n'a pas eu les moyens nécessaires pour continuer l'œuvre qu'on avait plus ou moins entrepris. Et j'espère donc qu'il y aura un ressaisissement pour que ce combat contre les sachets plastiques soit vraiment effectif et que le projet de collecte, de stockage et de recyclage des déchets plastiques aussi, que j'ai personnellement élaboré avec mes cadres, ce projet aussi soit aussi continué et voir aussi une continuité, parce qu'il va de l'intérêt du Burkina Faso, l'intérêt de l'environnement. Comme je l'ai toujours dit, et comme tout le monde le dit, il faut que nous laissions un environnement durable et viable pour les générations futures. Oui, effectivement, parce qu'une chose est d'interdire les chasseurs, mais une autre est déjà de gérer l'existant. Et à ce niveau-là, oui, jusqu'à présent, je pense qu'on n'a pas pu relever le défi, oui, ni d'interdire, oui, ni aussi de gérer l'existant, à tel enseigne qu'on a plein de sachets partout qui polluent l'environnement. C'est ça.
Alors, cette émission se poursuit avec notre invité, Dr Salif Ouedraogo. Vous êtes consultant. Alors, nous allons parler aujourd'hui de politique. Quel système politique pour le développement du Burkina? Parce qu'un système politique, quelle que soit sa qualité, a pour vocation d'apporter le développement économique et social. Alors, depuis le discours de la boule, on a cru que le multipartisme intégral et le fait de faire régulièrement des élections allait apporter le développement. Ça ne semble pas marcher, en tout cas pour plusieurs autres pays comme le Burkina Faso. Finalement, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que le multipartisme était une solution tel que proclamé dans les années 90 avec le recul? Nous jugeons sur les faits. À l'épreuve, il est prouvé que le multipartisme intégral n'est pas forcément la solution. N'est pas forcément la solution. Mais est-ce que c'est le multipartisme intégral qui est en question, ou est-ce que c'est sa mise en œuvre? Quand je parle de mise en œuvre, c'est les acteurs. J'ai toujours dit que la démocratie en tant que telle, les valeurs que la démocratie véhicule, c'est de bonnes valeurs. C'est l'un des meilleurs systèmes peut-être au monde. Mais le problème, ce n'est pas le problème de la démocratie, c'est le problème de l'application de la démocratie. Donc la démocratie qu'on a plus ou moins léguée ou exigée ou souhaitée, c'était ce qu'on appelle la démocratie intégrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une multitude de partis politiques qui est là et qu'il y a des élections à échéance régulière. On élit les députés, on élit un président qui nomme un gouvernement. Mais à l'épreuve, on s'est rendu compte que ce n'est pas cela. Parce que le multipartisme intégral n'a pas apporté de solution au Burkina Faso. Parce que la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité, c'est la gouvernance pour résoudre les problèmes des populations. Et comme je l'ai dit d'autres fois, depuis les indépendances, qu'on pratique plus ou moins entre guillemets la démocratie et les élections, nous n'avons ni la démocratie ni le développement. Cela veut dire que le multipartisme intégral, je pense personnellement, c'est peut-être une position minoritaire, n'est plus la solution. Et n'est plus la solution parce que, pourquoi, comme je l'ai toujours dit, et je l'ai toujours pensé, j'ai milité beaucoup d'années dans un parti politique. J'ai observé aussi, je suis un observateur de la vie nationale. J'ai vu que, si l'on peut résumer, ça a consisté à la création des partis politiques. La multitude de partis politiques. Les gens ont pensé que la démocratie ou le multipartisme politique, il suffit seulement de créer des partis politiques. Il a été prouvé qu'aujourd'hui, nous avons entre 150 à 200 partis politiques. Est-ce vraiment utile pour un pays en développement? Est-ce qu'on a 200 ou 150 idéologies sur lesquelles on se base pour élaborer des projets de société dignes de ce nom? La prolifération des partis politiques n'a pas apporté un plus à la démocratie, ça n'a pas ancré la démocratie, ça n'a pas apporté le développement et ça n'a pas apporté la croissance. Mais il y a des pays qui s'en sortent quand même avec plusieurs partis politiques, qui arrivent plus ou moins à tirer leur épingle du jeu. Mais ces pays, lesquels par exemple? Chez nous, c'est exagéré. Je te dis que nous avons 200 partis politiques. Aux États-Unis, ce n'est pas 200 partis politiques. En France, même pour la liberté aussi, ce n'est pas 200 partis politiques. Il y a des partis dominants qui gèrent la vie nationale de ce pays. Chez nous, je pense qu'à un moment donné, la création des partis politiques est devenue une affaire de business. On crée des partis politiques pour créer des partis politiques. Il y a eu un moment où c'est des entrepreneurs politiques. On crée des partis politiques et on ne sait même pas pourquoi on a créé des partis politiques. Normalement, la création d'un parti politique, c'est l'élaboration d'un projet de société pour pouvoir espérer un jour diriger ce pays. Mais vous voyez, souvent quand on parle aux élections, combien de partis politiques partent aux élections? Malgré la multitude, ils ne sont pas nombreux. Combien de partis politiques sont élus, ont des représentants à l'Assemblée nationale? Ils ne sont pas nombreux. Donc, je pense honnêtement que nous sommes arrivés à une époque où il faut qu'on ait le courage, la classe politique dans son ensemble, même et les citoyens, de se poser la question si on doit continuer toujours avec ce modèle, avec ce système. Personnellement, je ne crois plus à cela. D'accord. Vous ne croyez plus au système du multipartisme intégral. Oui. Mais à côté, il y a le système partisan qui fait qu'on soit dans un parti politique, qu'on se bat pour ce parti politique. Et c'est d'ailleurs la priorité du combat devant toute autre considération. Que pensez-vous du système partisan? Mais le système partisan est plus ou moins nocif pour ce pays. Quand on dit qu'on se bat pour un parti politique, ça veut dire quoi? Je vous ai dit, ils ne sont pas nombreux, les partis politiques
qui ont un leader charismatique, crédible. Un leader qui a une vision. Un leader qui est capable de mener le peuple burkinabé, le pays, vers un sentier de croissance et d'épanouissement personnel. Ils sont rares les partis politiques qui ont un projet de société. Ils sont rares les partis politiques qui sont entourés d'hommes et de femmes compétents à même de prendre en main le destin de ce pays. C'est tout cela, le parti politique. Donc, l'esprit partisan vient biaiser souvent le choix et les analyses. Mais est-ce qu'on peut faire sans esprit partisan? Non, mais un esprit partisan, lorsqu'il est sur la bonne voie, il est sur des bonnes idées, il n'y a pas de problème. Mais moi, je peux dire, chez les partisans, je suis Bougouma parce que Bougouma est mon frère, et mon cousin, ou est mon chef traditionnel, ou c'est mon imam, ou c'est mon financier, ou bien parce que, bon, il est de tendance révolutionnaire ou communiste. Donc, l'esprit partisan est indispensable lorsque l'esprit partisan-là est fondé sur des idées qui sont plus ou moins novatrices, justes, à même de résoudre les problèmes fondamentaux du pays. Voilà ce qu'il faut faire. Sinon, l'esprit partisan, ça crée des frustrations, ça crée des conflits. Parce que l'esprit partisan peut amener des gens à ne plus se côtoyer, à ne plus se fréquenter, à ne plus même supporter l'idée de l'autre. Il cherche à savoir si l'idée est juste ou elle n'est pas juste. Parce qu'elle ne vient pas de Bougouma, parce qu'elle ne vient pas de moi, parce qu'elle vient de mon parti, on la combat. Ça, c'est une graine qui est négative pour les pays en développement. Parce que la division ne fait que nous affaiblir et nous limiter dans nos choix. Mais le système d'accession au pouvoir, c'est la démocratie. Il faut aller aux élections. Mais on ne part aux élections qu'avec des partis politiques. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Les élections, disons, comme je l'ai dit, c'est le moindre mal qu'on a eu. Je prends l'exemple encore de notre pays. Nous sommes un pays où il y a environ une vingtaine de millions d'habitants. 20 à 22 millions d'habitants. Quand il y a des élections, il y a combien qui vont voter? Combien de gens sont inscrits sur les listes électorales? Pas plus de 3 millions qui vont aller le jour des votes. Et le président est voté à combien? 1 600 000, 1 800 000 voix. Est-ce que logiquement, selon vous, une personne qui a été élue par 1 600 000 personnes ou 1 800 000 personnes est représentative? Est-ce que c'est une élection représentative sur une population de 20 millions à 22 millions d'habitants? Est-ce que, honnêtement, on peut dire que si un président du premier façon qui est élu avec 1 200 000 voix ou 1 600 000 ou 1 800 000 voix est représentatif? Ça veut dire qu'il y a une partie de la population, une grande partie de la population qui ne part pas voter. Oui, mais c'est elle qui a décidé de ne pas aller voter. Non, c'est parce que peut-être elle n'est pas intéressée par ce qu'on lui offre. L'offre politique n'est pas attirante. Et peut-être elle n'est pas intéressée parce que les acteurs politiques du moment ne sont pas des hommes crédibles sur qui elle croit, elle peut fonder leur espoir. Il y a beaucoup de raisons qui expliquent la non-participation de nos populations au vote. Il y en a qui ne votent pas parce qu'ils ne croient pas en la politique. Ils ont été déçus. Ils ne voient pas d'issue, ils ne voient pas de l'alternance. Donc, c'est à la classe politique, c'est aux citoyens. Parce que le militant, c'est quoi? Le militant, c'est un citoyen engagé. Un citoyen engagé, participatif. Un citoyen engagé, participatif, mais positif. Donc, logiquement, la politique, c'est une noble chose. Tout le monde doit être intéressé par ça. La gestion de la cité doit intéresser tout le monde. Donc, dès lors que les gens se désintéressent de plus en plus de la chose politique, les gens se désintéressent de plus en plus de la classe politique, on doit se poser des questions. On doit aboutir au fait que l'élection traditionnelle qu'on doit avoir là, elle n'est plus la solution. Il faut qu'on se remette en cause. Mais si ce n'est pas l'élection qui est le système utilisé pour changer le président ou pour désigner le président, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais moi je pense qu'il faut une remise en cause des partis politiques. Ah, des partis politiques. Il faut une remise en cause des partis politiques. Il faut que tous les dirigeants des partis politiques, s'ils avaient le temps et le moyen, profitent de cette période-là pour des concertations, pour une introspection. Oui, mais comment on fait, puisque la loi fondamentale a consacré la liberté de créer des associations? Mais on peut limiter ça. On peut limiter ça. On peut limiter le nombre de partis politiques. Moi, je suis pour la limitation du nombre de partis politiques. On peut le faire ça de deux manières. De manière plus ou moins volontariste et venant des partis politiques qui vont se concerter, qui vont plus ou moins dans le cadre de rencontres périodiques ou de rencontres, voir comment eux-mêmes en leur sein, ils peuvent se regrouper. En des grandes tendances? En des grandes ententes. Mais est-ce qu'au niveau du Burkina Faso, c'est envisageable? C'est possible, si les gens sont de bonne foi. Si les gens sont de bonne foi, c'est possible.
comme j'ai dit, mais les manières de développer le pays, ce n'est pas multiple. Les philosophies traditionnelles, les idéologies traditionnelles qui existent, elles ne sont pas nombreuses. On les compte, les grandes idéologies au bout du doigt, elles ne sont pas plus de 4 ou 5. C'est les communistes, les sociodémocrates, les libéraux, les sankaristes, et puis les révolutionnaires, et puis les tiers-6, ceux qui sont du tiers, les panafricanistes. Voilà, grosso modo. Donc, s'il y avait un effort de regrouper l'ensemble des acteurs politiques ou des partis politiques vers 5 à 6 grandes tendances, ce serait mieux. Ça facilitera le choix et ça renforcera ces partis politiques. Donc, comme je l'ai dit, ça peut venir des partis politiques. S'ils prennent conscience que depuis des années, depuis les indépendances, qu'il y a des partis secrets, qu'il y a des élections, ils n'ont pas abouti, ils n'ont pas apporté la solution qu'il faut à la population. Et que de plus en plus, les populations se mettent à l'écart, quittent les partis politiques. Mais quand les partis politiques s'organisent pour aller ensemble, ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, on peut aussi décider. Par exemple, on peut décider à la fin de cette transition pour dire, nous allons mettre en place un système électoral qui ferait de telle sorte que l'élection soit plus ou moins transparente, la plus transparente possible. On va inciter la population à aller voter. Moi, je suis pour le vote obligatoire. Je suis pour que le vote soit obligatoire. Okay, quitte à ce qu'on parte voter blanc. Mais il faut que tout le monde parte voter. Donc, mettons en place un système, un mécanisme qui fait que les votes sont transparents, équitables et crédibles. Et à la fin de ces votes-là, on retient. On dit on va retirer par exemple les 5 partis politiques ou les 6 partis politiques qui ont eu les plus représentatifs. Et demander aux autres de se fondre dans les autres partis politiques. Parce que si on continue avec cette comédie, on aboutira toujours au même résultat. Le mutualisme intégral n'est pas adapté à un pays comme le Burkina Faso. Je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à cela. Parce que des partis politiques, comme je l'ai dit, créent des partis politiques d'opposition ou de quand on la majorité. Des opérateurs économiques créent des partis politiques. Donc, des gens créent des partis politiques pour la forme. On ne les voit pas. Ils n'animent pas la vie politique nationale. On ne les entend jamais. Ils ne sont pas représentatifs dans le pays. Aux élections, ils ne partent pas aux élections. À quoi ça sert leur existence? Il y a beaucoup de partis politiques qu'on doit biffer. On ne peut pas biffer comme ça. Mais c'est une volonté d'assainissement. Lorsque ça ne vient pas des acteurs eux-mêmes qui ont pris conscience que la multitude n'est pas forcément synonyme d'efficacité, de résultats positifs, mais il faut les amener à ce regroupement-là, pas des mesures incitatives. Il faut. Par la contrainte. Ou par la contrainte. Ah oui? Non, une contrainte, mais quand je dis une contrainte, mais si vous pensez, M. Bougouma, qu'on peut continuer avec ce qu'on voit aujourd'hui là, objectivement? En tout cas, moi je ne sais pas, puisque les noms de partis politiques sont vraiment élevés. Ça donne quoi? Je vous dis que je parle en tant qu'un acteur qui a été à l'intérieur du système. J'ai vu à l'intérieur comment ça fonctionne. J'ai vu. J'ai tiré la conclusion en tant que vraiment citoyen burkinabé qui ne veut plus que mon pays perde du temps, perde des ressources, perde des vies humaines, parce que c'est la gestion politique à un moment donné qui a permis à certaines personnes de prendre le pouvoir par les armes. Si on était plus ou moins bien organisé au milieu des partis politiques, avec des hommes valables, compétents, expérimentés, qui occupaient les postes clés, qui impulsaient une politique de développement, qui résolvaient les problèmes fondamentaux des populations, on n'allait jamais voir que des coups d'État militaires. Parce que c'est la mauvaise gestion qui en partie a justifié certains coups d'État. Alors que vous savez que les coups d'État, c'est quoi? Ça ramène le pays en arrière. On ne fait que reculer. Ce n'est pas la solution. Donc, pour éviter ça à l'avenir, commençons à réfléchir sur les réformes, sur ce qu'il faut. N'attendons pas au dernier moment pour encore se lever, encore se précipiter à des élections qui vont donner encore les mêmes résultats. D'accord. Madame, Monsieur, je rappelle que notre invité du jour est Dr Salif Ouedraogo, qui a été ministre de l'Environnement et du Développement durable. C'est un homme politique, mais également un consultant en économie. Nous poursuivons cette émission. Vous dites que vous ne croyez pas au système partisan, alors que vous-même, vous avez été dans un parti politique. Aujourd'hui, vous avez démissionné, mais vous dites que vous ne croyez même pas au système partisan. Mais maintenant, si on veut redimensionner les partis politiques pour réduire leur nombre, mais le système partisan va tout de même rester. Oui, mais parce qu'on peut faire sans. Mais parce que c'est la solution, parce que c'est le mode que les gens que le pays, la tendance générale.
Sinon, moi, personnellement, comme je dis, je suis arrivé au point où, même l'élection du président au suffrage universel, je trouve que ce n'est pas correct. Qu'est-ce qui n'est pas correct? L'élection au suffrage universel. Parce que nos populations, nos masses paysannes sont manipulées. Alors, vous pensez qu'on devait faire un système... On peut faire un système indirect. Avec des grands électeurs. Mais comment on va désigner les grands électeurs? Ils proviendront des régions. Des élections transparentes, équitables. Dans chaque région, on choisit les grands électeurs. Et ces grands électeurs vont contribuer à l'élection du président de la République. Parce que, comme je l'ai dit, la masse paysanne est pauvre, analphabète. Les voix, elles marchandent ces voix. On achète les voix des électeurs. Une fois qu'on a payé les voix, c'est fini, on n'a pas de compte à rendre. Et souvent, les électeurs, ils vont au plus offrant. Ce n'est pas le projet politique, ce n'est pas l'idéologie politique, ce n'est pas les leaders politiques qui comptent. Mais qui donne le plus d'argent? Qui donne le plus de sacs de mille? Qui va venir me promettre des forades? Ou qui, mon curé, mon chef traditionnel ou mon imam va dire de voter? C'est comme ça. Donc, face à une masse populaire qui n'est pas autonome, qui n'est pas libre, parce que quand tu n'as pas à manger, tu n'es pas un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Donc le monsieur vend son vote à n'importe qui au plus offrant. Face à ce système-là, si on continue, ceux qui auront le plus d'argent qui vont toujours s'en sortir. Alors que avoir beaucoup d'argent n'est pas synonyme de leadership, n'est pas synonyme de bonne gestion d'un pays. Donc c'est cela qu'il faut qu'on réussisse à briser pour que l'argent ne soit plus la sève nourricière qui permette à des gens d'accéder au pouvoir. L'argent est indispensable, mais il ne doit pas être l'élément fondamental. Deuxièmement, comme je l'ai dit, le suffrage, le vote direct, le président pas universel là, réfléchissons voir si on ne peut pas trouver notre système de grands électeurs pour élire un président, un leader visionnaire qui peut, autour de lui, s'entourer de gens compétents pour sauver ce pays. Voici le dilemme dans lequel nous sommes. Alors, en tout cas, c'est un vrai dilemme parce que nous sommes moulés, nous sommes dedans depuis plusieurs années. C'est la démocratie intégrale, c'est ceci ou cela. Mais au niveau du Burkina Faso, sur le système politique, la machine grippe. Il y a beaucoup de tenants de part et d'autre. Il y en a qui tirent sur la corde. Alors, comment est-ce qu'on peut également réussir à régler une telle situation? Parce que ça devient sérieux. Je pense que si les hommes sont de bonne volonté, j'ai toujours dit, le monde là, le monde est pragmatique, le monde est concret. Le monde est concret. Donc tous les problèmes qui sont posés là, il y a la solution, il y a le vrai et il y a le faux. Une idée, elle est vraie ou elle est fausse. Il faut que le monde politique là crée un cadre où ils se rencontrent, toutes tendances confondues, pour réfléchir, pour faire leur introspection, pour voir quel type de réforme à leur niveau et au niveau national on peut proposer à ces pays, pour sauver ce pays-là. Parce que le pays là, nous sommes fatigués. Les paysans sont fatigués. Les villageois sont fatigués. La jeunesse est fatiguée. Il faut que nous soyons capables de nous regarder en face pour voir qu'est-ce qu'on a fait de bien et qu'est-ce qu'on ne doit plus faire. Et comment ne plus faire ce qu'on a fait là. Comment on peut mieux s'organiser. Comment on peut mieux choisir nos responsables. Comment on peut mieux entourer nos responsables. Comment on doit mieux nous assumer en tant que militants. Comment on peut élaborer des projets fédérateurs. Comment on peut, une fois les élections passées, se mettre au-dessus de la mêlée pour rechercher les compétences d'où qu'elles viennent pour gérer ce pays-là. C'est ma conception de la politique, c'est ma conception du monde du 21e qui est pragmatique. Parce que ce n'est pas un monde politique-politicien, c'est un monde de réalité. Alors si on vous comprend bien, on maintient le système de vote, donc c'est des élections, mais on diminue le nombre de partis politiques et on crée des grands électeurs. Voilà, on essaie. Ce que nous sommes en train de dire, M. Bouma, ce n'est pas une vérité absolue, comme je vous l'ai dit, mais c'est le point de vue d'un citoyen. Parce que j'ai pensé que j'ai vu que pendant plus de temps, il y a longtemps, depuis nos indépendances, là, c'est le multipartisme intégral qui a amené à la floraison des partis politiques, multipartis politiques, mais qui concrètement n'a pas donné de résultats escomptés par la population. Si ces partis politiques s'entendent, ou si le législatif, le gouvernement, crée des conditions de regroupement de grands ensembles, les grands ensembles, forcément ce sont les meilleurs qui vont faire partie de ces grands ensembles à tous les niveaux. Et que si ces grands ensembles aussi ont une autre approche de la politique, l'argent sera là, mais l'argent ne doit pas être le dénominateur le plus important. Et qu'il y ait vraiment des projets fédérateurs capables de résoudre les problèmes de ce pays-là. Peut-être que ça peut régler le problème. Peut-être. Maintenant, comme je dis, quant au choix aussi du président de la République aussi, comme on a vu aussi, il faut qu'on pense à une nouvelle méthode, à une réflexion,
comment choisir un président. Comme par exemple un président leader, visionnaire. C'est le choix des grands électeurs là. Et trouver des moyens législatifs, constitutionnels, pour le faire partir s'il gère mal le pays, pour empêcher les coups d'État. C'est parce que dans nos textes réglementaires législatifs là, on n'a pas prévu des moments où on peut dire au président de démissionner, que peut-être des militaires se permettent de faire le coup d'État. Il y a des pays où ils le font. C'est par exemple qu'un président a été élu par 3 millions d'électeurs. Et si à un moment donné de la vie nationale, on se rend compte que les gens me remettent en cause sa gouvernance, mais on peut faire un référendum où on dit que tu as été élu à 3 000 voix. S'il y a des signatures de 2 millions d'habitants qui demandent ton départ, tu t'en vas, proportionnellement au nombre d'électeurs. Donc on peut, je pense, trouver des mécanismes pour encadrer les chefs d'État pendant leur gouvernance et même arriver à un moment donné où on peut demander même sa destitution pour éviter ce que j'appelle les coups d'État militaires qui nous ramènent toujours en arrière et qui déstructurent notre armée. Parce qu'on finira à ne plus avoir une armée tellement il y a des coups d'État et tellement il y a des clans. Oui, tellement il y a des clans, tellement il y a des coups d'État. Mais dans notre situation actuelle, le chef de l'État n'est pas politiquement responsable. C'est le Premier ministre qui vient, qui quand il est nommé, il vient se prêter à l'exercice pour être élu ou pas par ses pairs. Et c'est lui également qui revient pour dresser le discours sur la situation de la nation. Pendant ce temps, le chef d'État n'est pas politiquement responsable. Pour certains, il faut relire le code, comment on appelle ça. Pour certains, il faut relire ce système-là, relire la Constitution pour que les choses puissent aller. Oui. Est-ce que vous êtes de cet avis? Moi, je suis de cet avis, parce que je pense que c'est le chef d'État qui est élu par le peuple, donc qui est le seul responsable devant le peuple. Moi, je pense que le chef d'État, il doit venir devant l'Assemblée nationale, lire son discours programme, parce que c'est lui qui est élu, qui a son projet de société et qui doit rendre compte. Le Premier ministre, nos premiers ministres, ils ne servent à rien. C'est des fusibles, ils n'ont pas de pouvoir. On les met devant et puis le chef d'État est assis derrière là-bas, c'est un monarque là, il fait ce qu'il veut. Il faut que tout ça s'arrête, toute cette comédie-là. Que le chef d'État s'assume et que devant l'Assemblée nationale, il vienne présenter sa politique de développement, sa vision sur le sol de la nation et dise au peuple là, voilà où je vais amener cette nation-là. Et qu'au bout du temps, ce peuple elle a des mécanismes d'évaluation à mi-parcours. Si on se rend compte à mi-parcours qui nous amène dans le gouffre, que les mécanismes internes juridiques nous permettent de le révoquer pour éviter les coups d'État. Parce que les coups d'État, c'est des pertes de temps, de ressources et de vies humaines. Je suis fondamentalement contre ce truc-là. Donc, alors que si il se sent responsable et que l'Assemblée nationale, vraiment, c'est une assemblée, une vraie Assemblée nationale, pas une boîte de résonance, pas une boîte, une assemblée de Godillot, mais une assemblée où il y a des gens, des partis politiques vraiment majeurs, responsables, qui contrôlent l'action du gouvernement, mais le président de la République viendra périodiquement rendre compte de la situation de la nation et pourra être interpellé. Je pense qu'il y a des pays où c'est le président. Je pense en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui est parti devant l'Assemblée nationale. Oui, qui a parlé pour lire son discours sur la nation. Oui, c'est l'occasion. Chez nous, c'est le Premier ministre. Chez nous, c'est le Premier ministre. Je ne sais pas. Non. Chez nous, le Premier ministre n'a jamais eu un poids politique que son nom semble prédestiné. Le Premier ministre chez nous dépend toujours du président. Il n'est que la voix du président. C'est vrai que ce n'est pas encore arrivé, sauf peut-être un jour quand un parti d'opposition aura la majorité aux législatives et aura la charge de désigner un Premier ministre, alors que le président peut être issu d'un autre parti politique. Pour vous, est-ce que ce mélange-là peut prendre? Est-ce que c'est... En Afrique, ça sera conflictuel. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est l'esprit partisan. Tu as vu, si c'était esprit de nation, ça peut se comprendre. Parce que si c'est esprit de nation, on peut dire que le chef d'État là, et ce Premier ministre qui vient de l'autre bord là, ils vont transcender leurs divergences pour voir l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce qu'on souhaite tous là. Mais ça, au Burkina Faso, c'est pas possible. C'est difficile. Parce que les esprits, les cœurs, les conceptions de la politique là, ne sont pas encore arrivés à ce stade là. La politique chez nous, c'est une conception patrimoniale. C'est une conception individuelle. C'est moi. C'est moi qui gouverne, c'est moi qui décide. C'est personnalisé à tous les niveaux. Au niveau des partis politiques, au niveau des institutions et au niveau de la vie nationale. Donc c'est difficile. Donc les leaders politiques ne sont pas arrivés au stade où ils peuvent transcender les divergences pour voir l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça le grand problème. C'est pour ça que je vous ai dit que personnellement je suis en retrait de ça. Parce qu'aujourd'hui je ne crois plus à un parti politique. Je souhaite un jour trouver un leader qui transcende ces clivages politiques-là et qui aura besoin de gens pour l'aider, pour gérer ce pays-là. C'est la seule condition
Pourtant, vous avez milité dans un parti politique pendant de nombreuses années. Oui, j'ai milité, mais dans mon parti politique, renseignez-vous, j'ai toujours été honnête et franc. Quand il faut parler pour l'intérêt du parti, pour le pays, je parle. Je donne ma position toujours positive et constructive. Je ne parle jamais derrière mon président. Tout ce que j'ai à dire, je le dis. Je critique et donne ma position. Mais je ne tenais pas le parti. Je ne tenais pas le parti. Mais tout le temps, j'ai été toujours positif. Et je n'ai jamais critiqué mon président en dehors, à l'extérieur. Quand j'ai quelque chose à lui dire, c'est en face ou en réunion, je donne mon point de vue. Mais si ce n'est pas suivi, je suis assis, je subis, j'accepte parce que c'est pas là. Alors, vous avez démissionné de votre parti politique. Est-ce que c'est-à-dire que, comme vous êtes dégoûté par le système partisan, vous quittez définitivement la politique ou c'est ce parti politique en question que vous quittez? Non, je t'ai dit que je suis un Burkinabé, je suis un patriote. Moi, je suis un citoyen engagé, actif. Actif. Il y a plusieurs manières donc d'aider son pays là. Actuellement, comme je vous ai dit, je suis en retrait. Mais je souhaite que si la vision que j'ai de la politique, de la classe politique là, s'il y a des regroupements, s'il y a des leaders vraiment qui transcendent leur personnalité pour être un leader qui s'entoure des gens compétents, un leader qui crée des leaders, pas un leader qui domine parce qu'il a l'argent ou parce que c'est son parti, un leader qui écoute ce que les gens disent et qui veut qu'on vienne l'aider. Je suis partant. Mais je ne suis plus partant pour l'approche traditionnelle. Ça, c'est hors de question. Donc, plus jamais militant d'un parti politique? Plus jamais tu me verras dans un parti politique. Avant d'aller là-bas, je prendrai mes précautions pour voir si ce militant ou ce responsable mérite d'être suivi. Sinon, je ne peux plus. Parce que je ne crois plus. Vous n'en croyez plus parce que vous n'en croyez plus, parce que notre invité s'appelle Dr Salif Ouedraogo. Je disais qu'il a été ministre de l'Environnement et du Développement durable. Il a été cadre dirigeant de l'ADF-RDA puis de l'UNDD de Maître Herman Yameogo. L'homme aujourd'hui a démissionné de parti politique. Il dit qu'il ne croit pas au système partisan. Aujourd'hui, il est consultant en économie. Alors nous parlons de quel système politique pour nous sortir du développement, parce que le multilatéralisme intégral est en train de montrer ses faiblesses. Le système partisan, mais malgré tout, quand on regarde la scène politique burkinabé, elle est polarisée quand même depuis de nombreuses années par des mouvements de gauche qui s'étaient combattus et qui se sont par moments ralliés. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que nous sommes dans un système où c'est polarisé. Soit c'est eux, soit c'est nous. Est-ce que vous avez la même lecture? Non, moi je n'ai pas cette lecture parce que vous avez, comme je dis, c'est de la comédie. Ah oui? C'est de la comédie. Vous pensez qu'ils jouent? C'est de la comédie. Avant, quand vous écoutez des gens, vous allez voir des gens, quand ils vont parler de tel ou tel parti politique, vous allez dire que jamais ils vont travailler ensemble. Nous avons travaillé tout cela. Que ce soit sous Blaise, sous Roch, on a travaillé tout ça. On a vu des partis politiques, lorsqu'ils critiquaient tel ou tel parti politique, tu dirais que jamais ils vont travailler ensemble. Mais brusquement, qu'est-ce qu'on voit? Ils sont ensemble. On a vu des gens de gauche avec des libéraux. On a vu des sankaristes avec des libéraux. Donc ça veut dire que ce n'est plus une question d'idéologie, de philosophie, de vision de la société, mais une question de regroupement d'intérêts. Mais est-ce qu'aujourd'hui, oui, comment on appelle ça, les idéologies sont droit de citer? Non, c'est ça que j'ai dit. Moi je suis pour le pragmatisme. Mais les gens ont beurré la population, ont trompé la population à travers ses croyances. Il y en a sur le plan théorique. C'est des grands communistes. On théorise le communisme. On théorise la social-démocratie, on théorise la révolution, on théorise, je ne sais pas... L'anarchie même. L'anarchie. Même l'anarchie, parce que c'est aussi un système politique quelque part. C'est ça que je dis dans la pratique. Oui, oui. Moi, nous avons été dans les années fin 79, fin 70, 80, élevés dans ces courants-là. Le mouvement étudiant dans les années 70, 80, tout est parti de là. Avec les luttes de classe, les luttes d'influence, les tendances, les MLN, les PAI, les LIPAD, les PCRV, les RNDP, c'est ça, tout est parti de là. Des gens vont te théoriser envers le communisme, ils sont jamais partis en Albanie. Ils n'ont jamais vécu le communisme. Mais quand ils vont te théoriser ça, c'est le modèle envers ça. Avant, c'était le modèle, il y avait les pro-chinois, les pro-soviétiques. L'analyse de la situation nationale était bien faite, internationale, mais les solutions, elles n'étaient pas adaptées aux réalités africaines. Parce que comme je l'ai dit, nous avons nos fondations, nos fondations culturelles. Lorsque un développement
une aspiration humaine ne se fonde pas sur ses valeurs culturelles, elle ne peut pas réussir. Donc vous ne croyez pas à ceux qui estiment qu'il faut passer par un mouvement insurrectionnel pour la prise du pouvoir par les masses? Je ne crois pas. Parce qu'il y en a qui pensent que c'est le meilleur je ne crois modèle. pas. Ça permet au citoyen lui-même de prendre le pouvoir et de le gérer. Moi, je vous ai toujours dit, moi je suis un non-violent. Je ne crois pas à la violence. Je ne pense pas que la violence interne entre nous est la solution des choses. Est-ce qu'ils ont parlé de violence? Mais insurrection, c'est quoi? On a vu une insurrection ici. Là. Elle peut être armée ou non armée. Mais donnez-moi un exemple d'insurrection non armée. Où il n'y a pas eu de perte de vie humaine ou de matériel. Par exemple, ce qui s'est passé en 2014. Est-ce qu'on a eu besoin de ça? Il y a eu des pertes de vie humaine. Moi, je dis qu'en interne, on n'a pas besoin de la violence pour résoudre les problèmes. En interne. S'il y a un ennemi extérieur qui nous attaque, je suis d'accord. Mais en interne, là, je ne suis jamais partisan de la prise des armes pour combattre un frère parce qu'on n'a pas la même position politique. Jamais. Parce que je n'ai pas d'adversaire politique, je n'ai pas d'ennemi politique, j'ai des gens avec lesquels je n'ai pas les mêmes idées. Mon seul adversaire, quand tu prends une arme pour m'abattre là, je fuis, là, je me protège. Je disais que la situation est polarisée. Est-ce que aujourd'hui, vous qui avez connu... Polarisé comme ça. C'est-à-dire, il y en a qui font la politique autrement, il y en a qui s'affichent, il y en a qui ne s'affichent pas, mais c'est des polarisations qui ont eu lieu depuis le combat des mouvements de gauche, comme vous l'aviez fait cas ici, qui étaient regroupés dans des groupuscules qui se sont retrouvés soit pendant la Révolution ou se sont quittés pendant la Révolution, mais des gens ont continué dans ce système-là jusqu'à présent. Aujourd'hui, quelle est votre appréciation de leur action? Mais ces gens sont en train de finir. Cette tendance est en train de finir. Ben, ils ont cloné quand même. Oui, mais les gens verront. Parce que, comme je dis, la vie, c'est une école à ciel ouvert. Mais apparemment, ça jouait sur le développement. Ça jouait sur le développement. Ça jouait sur la jeunesse. Ça jouait sur beaucoup de choses. Mais cette tendance, cette vague-là est en train de finir. Parce que, comme je dis, l'origine, c'est les années 79-80. Oui. Hein, mais aujourd'hui, là, ils ont géré le pays, ils se sont combattus. Et maintenant, on a vu les conséquences et c'est en train de finir. Même quand je parle de multipartisme, tout ça, ces expériences sont en train de finir. Tôt ou tard, là, on tirera des leçons. Tôt ou tard, là, on saura que ce n'est pas le système le plus adapté chez nous. Tôt ou tard, là, les gens sauront qu'il ne suffit pas d'aller aux élections tous les 4 ou 5 ans, choisir un président ou des députés. Ça ne suffit pas. Les gens sauront à un moment donné qu'il faut trouver des leaders. Un leader visionnaire, qui a un projet de société rassembleur. Je préfère mille fois... Mais comment on le choisit, ce leader-là? Il peut provenir de la société civile, il peut provenir des partis politiques, il peut venir de nulle part. Comme je l'ai dit, il peut venir de nulle part. Il n'y a pas une voie unique d'éclosion de leadership. Il y a plusieurs tendances. Ce que vous dites, c'est vrai, mais quand le Burkina a tenté l'expérience des candidatures indépendantes aux législatives, il a été dit de se regrouper, même pour les municipales, de se regrouper et de faire une liste. Si vous voulez être indépendant, vous débrouillez pour trouver d'autres indépendants pour déposer une liste unique, mais vous ne pouvez pas aller seul. Est-ce que ça n'a pas plombé aussi les initiatives des indépendants à telle enseigne que certains, ça a refroidi aussi les ardeurs de certains leaders qui ne voulaient pas passer par le système des partis politiques forcément? Oui, ça n'a pas marché parce que, comme je dis, le nerf de la guerre n'a pas été plus ou moins identifié et puis éradiqué. Le problème fondamental, c'est le rôle que joue l'argent au niveau des élections chez nous en Afrique et presque au Burkina Faso. C'est ça. Tu peux être candidat indépendant. Il y a des hommes valables au Burkina Faso. Il y a des hommes de qualité au Burkina Faso. À l'extérieur, nous sommes valorisés, nous sommes recherchés. Mais souvent, ceux qui sont compétents, valables, là, de bonne moralité, les leaders, là, ils n'ont pas l'argent. Donc les gens s'en foutent pas mal de ça. Ce n'est pas les idées, ce n'est pas ces gens-là qui les suivent. Sinon, les indépendants, il y en a, et il y en aura toujours. Mais dès lors qu'on ne va pas réussir à déconnecter le choix de nos représentants à l'Assemblée nationale et à la tête de l'État par la quantité d'argent que j'amasse, que je peux rémunérer, que je peux promettre là, on aura toujours ce résultat-là. Parce que le nerf de la guerre, c'est ça. Je vous ai dit, nous sommes un pays pauvre. 80% de la population, elle est paysanne. Au nord, là, les gens n'ont pas à manger. Il n'y a pas d'eau. Ils n'ont pas à dormir. Il y en a ici, la jeunesse, il n'y a pas de travail. Mais ces gars-là, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Moi, je viens de voir Bouma Alité prendre 100 millions, 500 000 francs et vote-moi. Mais combien de gens peuvent dire non? Combien de militants, combien de citoyens, combien de paysans, combien peuvent dire non devant l'argent? Ils s'en foutent. C'est ça. C'est ça
qu'il faut combattre. Mais comment est-ce qu'on combat ça? Nous sommes en pleine transition, je pense que ce sont des opportunités. Oui. Comment est-ce qu'on réglemente? Parce qu'il y a eu des tentatives de réglementer. Oui. 90 jours avant les élections, on ne va plus voir on ne veut plus de partis politiques ou d'activités à caractère politique au niveau des médias. L'interdiction des gadgets aux effigies des partis politiques lors des campagnes. Donc, bon, c'est vrai que les partis politiques contrôlent la parade avec les couleurs, mais il y a des débuts de solutionnement. Quelle autre solution il faut ajouter en plus de ce qui existe déjà? Je pense que même ce qui existe déjà n'est pas appliqué, n'est pas respecté. Comment ça? Il n'y a pas de sanctions. Tout ce que vous dites là... On va sanctionner comment? On dit de ne pas venir avec les symboles du parti. Mais si un parti laisse ces gens venir en comité d'organisation, il ne part pas aux élections. S'il laisse ses militants participer à une manifestation avec des attributs qui sont interdits par la loi, mais on l'interdit d'aller aux élections. Mais les attributs, c'est le logo, il n'y a pas le logo sur un habit. Non, bon, s'il n'y a pas de logo sur un habit, donc ce n'est pas ça. Donc ce n'est pas. Ils viennent en couleur unique. Bon, la couleur unique. Tout le monde sait que c'est une couleur, une des couleurs d'un parti politique. Bon, là, comment on fait? Là, vraiment, je n'ai pas la réponse par rapport à ça. Pour certains, il faut plafonner les dépenses des campagnes. C'est l'une des solutions. C'est l'une des solutions. Pourquoi? Bon. Parce que on va à une compétition, oui. Chacun part avec ses moyens. Oui. Vous dites qu'il faut plafonner? Non, parce que il a été plus ou moins accepté par tous ceux qui sont plus ou moins réfléchis, que l'argent joue un mauvais rôle en politique. Je dis l'argent n'est pas mauvais, mais à un certain niveau, ça fausse la sélection. Ça fausse la sélection au niveau des partis. Ça fausse la sélection au niveau national. Ça fausse la sélection au niveau des partis, parce que dans les partis politiques, ceux qui sont au devant, ceux qui ont l'argent. Parce que c'est eux qui financent le parti, qui prennent en charge le fonctionnement du parti. Parce que la plupart des militants ne cotisent pas. C'est des militants de nom, mais ils ne s'assument pas. Donc, le leader qui passe le temps à financer le parti pense qu'il a le droit sur tout. C'est la même chose au niveau des partis politiques. Donc, les partis politiques aussi, les dirigeants qui est là-bas, mais s'il a l'argent et qu'il gère le parti, et que tous les points du parti, c'est lui qui le règle là, la nomination de l'encadrement autour là, il a ce mot à dire. Et souvent, il a le dernier mot. Le choix des candidats pour aller aux élections, il a ce mot à dire. Ce n'est pas forcément le meilleur qu'il choisit dans la région. Donc, le plafonnement des dépenses pourrait être une solution. Ça peut aider en partie. Mais il y a les financements occultes aussi, comment est-ce qu'on les surveille? Quel financement? C'est-à-dire vous êtes un candidat à l'élection et puis un homme d'affaires débarque la nuit avec une mallette et dit « Monsieur, prenez, c'est pour soutenir votre candidat, votre élection ». Comment est-ce que ce surveille un peu les Bon, c'est ça, c'est de mettre en place des mécanismes de traçabilité des ressources. Ok. Des ressources. Et c'est possible? C'est possible à travers les dépenses. On regarde ce que vous faites. On évalue à peu près ce que vous faites. Si vous, par exemple, vous faites un grand meeting à Ouagadougou qui remplit le stade du 4 août, on peut de manière objective faire estimer la moyenne des dépenses que vous faites. Si vous faites la même chose à Bobo, partout, on peut savoir à peu près votre budget de campagne. Et comme je dis aussi, on doit aussi compter sur la bonne foi des partis politiques qui veulent changer la donne, qui ne veulent plus continuer la même chose. Mais si ces partis optent pour continuer la même chose que les années passées, on n'aboutira pas. Moi, je parle du principe que nous avons plus ou moins pris conscience qu'on ne peut plus continuer. Et que si on continue là, on va aller vers le gouffre. Maintenant, chacun doit se ressaisir. Quel est le rôle de chacun dans ça? Quel est le rôle des partis politiques? Quel est le rôle des militants? Quel est le rôle de tous les acteurs là? Pour que chacun essaie de choisir et d'opter la bonne conduite qui va nous permettre d'aboutir à l'élection de leaders, de responsables pour guider et pour conduire le destin de ce pays-là. C'est ça. Mais si, malgré les dispositions, malgré les dispositifs, nous sommes, nous, acteurs, toujours animés de mauvaises voies, on va trouver toutes les méthodes pour frauder, pour passer de travers. D'accord. Et ça, les mêmes choses produiront les mêmes effets. Et on aura toujours nos yeux pour pleurer. Alors, pour revenir à la réglementation au niveau de la création des partis politiques, oui. Une nouvelle loi qui interdit dorénavant qu'on crée des partis politiques, ou bien on laisse créer, on met des mécanismes de régulation. C'est laquelle formule qui est meilleure? Non, on met des conditions pour créer un parti politique. Non, mais ce n'est pas à respecter. Les partis politiques, pour créer un parti politique, il faut que tu sois représentatif dans toutes les régions du pays. Est-ce que ça c'est exprès dit dans le... Ce n'est pas. Ce n'est pas dit. Il y en a qui ont des partis politiques, ils sont présents dans 2 ou 3 ou 7 régions.
Il y en a même des partis qui sont des partis régionaux. Il faut qu'on exige un parti qui se veut parti pour conquérir le pouvoir d'État, pour gérer le pouvoir de la nation, doit être présent dans tout le pays, ou au moins les 2/3 du territoire. À la création. À la création. Deuxièmement, l'organisation intrinsèque du parti, là, son organisation, là, sa structure interne, là, son bureau, là, on doit savoir le leadership, là, on doit faire une évaluation pour savoir si les leaders, là, méritent d'être leaders du parti politique. Il ne faut pas laisser n'importe quel aventurier embarguer la population pour créer un parti politique. On va faire évaluation sur tous les plans pour voir s'il a les compétences de diriger un parti politique. Et deuxièmement, il y a des règles de fonctionnement. Il y a des partis politiques. Le parti politique, quoi, il faut animer la vie politique. Il faut sensibiliser, l'éveil des consciences. Si tu ne faites pas ça, vous servez à quoi? En tout cas, les partis politiques, pour le moment, attendent la période des élections pour ressortir des bois et disparaître après l'animation de la vie politique qui fait partie de leur mission, on n'en a pas. Mais oui, ça c'est dommage. Ça c'est de la comédie. On veut être comme les Occidentaux, ne sont pas les Occidentaux. On pense que les élections suffisent en elles-mêmes de réguler la vie politique, la vie d'une nation. On pense que parce qu'on fait les élections tout le temps, on élit des ministres, des députés, des présidents, que ça va. C'est de l'utopie. C'est de l'utopie. Parce que ça ne va pas. Si ça ne va, pourquoi ça ne va pas? Il faut que nous soyons nombreux. Il faut que cette masse critique-là puisse se faire entendre. C'est après on parle. Aïe, les élections là, aïe, les politiciens là. Mais avant, qu'est-ce qu'on arrive à là? Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as proposé? Le monsieur dit que comme la renta, gommé. Si on ne t'écoute pas, tu as parlé. Moi, je vous ai dit que moi, aujourd'hui, M. Bougouma, mon frère Bougouma, c'est une opinion que moi je donne, citoyen. Oui. C'est parce que ça me fait très mal que je vois que mon pays recule. Et parce que je pense que nous, politiciens, nous sommes en partie responsables. Les partis politiques sont en partie responsables. Nos leaders sont en partie responsables. Et je lance un appel à tous ces leaders des partis politiques-là. Ils doivent trouver les voies et moyens pour se retrouver, pour faire leur introspection, pour faire des échanges, pour voir quel type de propositions en termes de réforme ils peuvent faire pour que vraiment nous ayons des partis dignes de ce nom-là. Pour que s'il y a des élections, que la gouvernance qui vienne là soit une gouvernance plus vertueuse et que les hommes qui les animent là soient des hommes de qualité et d'expérience pour éviter les aventures que nous vivons là. D'accord. Alors dans le sens de la régulation également dans notre constitution, il n'est pas permis de revenir après avoir épuisé ce mandat constitutionnel. Vous ne pouvez même plus jamais revenir pour être candidat dans une autre élection présidentielle. C'est-à-dire qu'on a plafonné. Alors pour certains, c'est bien, pour d'autres, ce n'est pas bien. Donc ça introduit la question de l'alternance en politique. Que pensez-vous de l'alternance, surtout au sommet de l'État, au niveau des présidences? Bon, là aussi j'ai une conception un peu... Je ne suis pas dogmatique et affirmatif. Oui. À l'alternance pour l'alternance, pour moi, ça ne veut rien dire. Moi, je juge sur pièce. Je vous ai dit qu'un type comme Kadhafi, ce n'est pas un démocrate, hein, mais je préfère mieux un Kadhafi que des présidents qui ont issu des élections et qui n'ont rien foutu pour leur pays pendant 25 ou 20 ans. Je te jure. Un type comme Kagame, pareil. L'alternance pour l'alternance, si l'alternance permet de trouver quelqu'un d'autre qui fait mieux que le prédécesseur, là, je suis d'accord. Tu as fait 2 mandats, tu pars, celui qui vient là fait mieux que toi. Là, je suis d'accord. Mais si celui qui vient là va ramener le pays en arrière, ça sert à quoi l'alternance? Parce qu'on veut copier les Européens. Nos bases culturelles là sont quoi? Nous, on a des chefs traditionnels là. Nos royaumes étaient gérés là. On ne parlait pas de l'alternance là. Mais c'était géré là. C'était stable là. Ils étaient des modèles. Même les Européens ont parlé de ça. Ils n'ont jamais vu une relation sociale aussi adaptée, aussi harmonieuse que la société aussi. Pourquoi? Mais le chef n'est pas un chef absolu. Le chef, c'est qu'il y a des choses, des interdits. S'il fait ça, il meurt. Et il a entouré des gens, de vieux, de sages, qui l'écoutent, qui consultent. Donc ce n'était pas un chef divin. Donc l'alternance pour l'alternance, je me pose des questions. Ça encore, c'est élection pour élection. Mais si l'alternance permet de remplacer une équipe par une autre équipe qui fait mieux, je suis d'accord. En tout cas, l'article fait partie des articles qui ne sont pas susceptibles d'être révisés, alors que selon le gouvernement actuel, on aura en tout cas une nouvelle constitution avant d'aller aux prochaines élections. C'est ce qui a été proclamé, ce qui a été annoncé. Oui. Alors, est-ce que vous entendez à ce qu'il y ait une lecture totale jusqu'à cet article-là? Moi, je pense que nous sommes toujours en train de chercher notre voie. On n'a pas encore trouvé le schéma
d'orientation efficient et efficace pour notre pays. Donc tout ceci participe d'un tâtonnement pour trouver la voie. Oui, c'est tout ça, tout ça. Et c'est normal. C'est normal que les gens proposent cela. Peut-être qu'ils pensent que quand tu restes trop longtemps aussi, bon, tu deviens un monarque, tu t'en fous, tu n'as plus le compte à l'argent, tu crées une petite nomenclature auprès de toi, des petits ateliers, et puis chacun, voilà. Si c'est ça, là, il faut partir. Mais si c'est pas, mais si tu es là et que tu gères ton pays concrètement, tu le fais avancer. Même au lieu de prendre Kagame ou Kadhafi, un vieux comme Houphouët-Boigny, je ne suis pas. Il y a des aspects sur lesquels je critiquais sa politique, mais il a laissé la Côte d'Ivoire comment? Il y a eu des fondations sur lesquelles tous ces prédécesseurs-là se battent, se sont appuyés pour la Côte d'Ivoire continuer à croître. Mais il a fait combien d'années? Bon, moi, la notion de temps, je le relativise. Hein? Je l'avais dit parce que l'essentiel pour moi, c'est qu'est-ce que j'apporte à mon pays lorsque je suis responsable, lorsque je suis président. Si je suis bien, qu'on trouve des moyens pour que je continue. Maintenant, si l'alternance aussi peut permettre cela, de trouver mieux que moi, il n'y a pas de problème. Mais si l'alternance, pour l'alternance, doit amener des médiocres que moi, ce n'est pas la peine. Parce qu'on perd du temps. Et beaucoup de pays ont vécu cela. On a chassé, on a remplacé. Mais ce qui est venu, c'est pas mieux. C'est pas mieux. On croyait. Mais il ne faut jamais croire, il ne faut jamais donner sa confiance à un homme politique. Il faut toujours être vigilant. Parce que ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est très différent. Et la vie d'une nation doit être confiée à des visionnaires, à des patriotes visionnaires, qui sont prêts à se sacrifier et à donner l'exemple. Peu de gens sont capables de le faire au Burkina Faso. Peu de gens. Alors vous avez par moment, parfois évoqué dans vos sorties la nécessité de rendre les élections obligatoires. Oui. En quoi est-ce que ça règle le problème? Ça règle le problème parce que tout le monde doit participer. C'est une obligation. Tout le monde, tous ceux qui sont majeurs doivent participer. Si vraiment on dit que c'est une élection nationale et que ça engage la vie nationale, et comme je l'ai dit, tu peux aller et puis voter bulletin blanc pour dire que tous ces gars-là, ça ne m'intéresse pas. Mais il faut aller au sol. Mais il faut aller. Pour qu'on sache que tu es parti et que tu n'es pas d'accord pour aucun des candidats. Et c'est un langage, c'est un message qu'on doit comptabiliser. Je ne suis pas d'accord qu'on parte à des élections sur une population de 20 millions d'habitants et que le président, ceux qui partent au lieu du président, là, c'est 3 millions et que le président soit élu avec 1 600 000, 1 800 000. Je ne suis pas d'accord. Il n'est pas représentatif. Sur le plan juridique, on dit qu'il est représentatif, il a été élu, mais pour moi, concrètement, de manière pragmatique, 20 millions d'habitants, tu n'as été élu que par 1 600 000, 1 800 000, tu n'es pas représentatif. Tu ne peux pas parler au nom du peuple, parce que le peuple ne t'a pas choisi. Parce que le peuple n'a pas voulu, ou n'est pas intéressé par votre manière de faire. Donc, trouver un moyen d'amener tout le peuple majeur au vote, quitte à ce que, s'il n'est pas d'accord avec tel ou tel candidat, ou tous les candidats là, qui disent bulletin blanc, vous tous là, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, vous ne m'intéressez pas. Et que ce langage soit bien interprété. Parce que l'abstention, c'est un message qu'on transmet. Soit les individus ne m'intéressent pas, soit les projets que vous proposez là ne m'intéressent pas. Donc ça permet aux gens de se remettre en cause. Mais si on permet aux gens de penser que bon, je suis élu, 1 800 000 personnes m'ont élu, c'est bien, ça suffit. Mais c'est de la médiocrité. C'est de la médiocrité. Donc, soit rendre le vote obligatoire, oui, ou mettre en place des grands électeurs. Ou mettre des grands électeurs. Oui. Parce que, mais on ne peut pas continuer. La population ne fait qu'accroître. Et quand si vous faites, M. Bouma, une analyse, vous vous rendez compte que dans ce pays-là, même dans beaucoup de pays africains, de plus en plus de gens sont fatigués des politiques, la classe politique. Elle n'est plus crédible. Les gens n'ont plus confiance aux partis politiques. Les gens n'ont plus confiance au vote. Pourquoi? C'est ça le problème fondamental. Pourquoi? Tant qu'on va poser ces questions de fond là et avoir le courage de les aborder là, mais on va toujours passer le temps à tourner. Un. Deuxièmement, personnellement, je ne suis pas d'accord que sur une population de 20 millions d'habitants, un président soit élu avec 1 600 000 voix ou 1 800 000 voix. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est ce que je dis, la démocratie libérale. C'est ça. Voilà ce que ça donne. Donc, trouver les moyens pour inciter les populations à participer. Respectons les populations. Demandons aux populations d'être plus ou moins acteurs, des militants engagés, actifs, participatifs. Donnons des éléments, des leviers de pouvoir pour contrôler tous les élus à tous les niveaux. Donnons les leviers de pouvoir pour pouvoir à chaque moment révoquer leur président, même leurs députés. Donnons-leur les moyens de savoir, pour analyser ce qui se fait au niveau des départements ministériels et ne les prenons pas comme
seulement du bétail électoral qu'on vient consulter périodiquement, tous les 4 ou 5 mois et après, on disparaît, on n'a plus de compte à rendre. Ça ne peut pas aller loin. Soyons des citoyens responsables à tous les niveaux. Soyons des citoyens responsables et respectons nos populations. Nos populations savent qu'elles ne sont pas respectées. Nos populations savent qu'elles sont un bétail électoral. Nos populations n'ont plus confiance à la classe politique. Parce que la classe politique n'a pas donné l'exemple. Ce n'est pas tout le monde, hein. Il y a des gens, il y a des politiciens qui sont sérieux. Il y a des politiciens qui sont sérieux. Il y a des cadres dans les partis politiques qui sont sérieux. Il y a des partis qui sont un peu sérieux. Mais dans l'ensemble, dans la globalité, il y a plus de défaillance que d'efficacité et d'efficience. Donc, je prends bien le soin de ne pas globaliser. Hein, parce que je sais que dans les partis politiques, il y en a qui se battent en tant que militants, en tant que responsables. Mais ils ne sont pas nombreux. Et comme je l'ai toujours dit, lorsque la masse critique des gens sérieux n'est pas si importante pour impacter une société ou un mouvement ou une action sociale, c'est la perte de temps et de ressources. Et c'est le découragement. Vivement que le découragement ne continue pas pour qu'on puisse amorcer le développement avec un système politique qui va, et vous l'avez si bien dit, tout ce tâtonnement que fait le Burkina Faso, certainement, c'est pour chercher sa voie pour son développement. C'est la fin de cette émission. Nous vous disons merci d'être venu parce que le temps qui est parti est très vite terminé. Hein. Alors, dès qu'on a commencé, c'est terminé. Alors, les portes de cette émission vous restent toujours ouvertes. Encore merci pour la disponibilité. Madame, Messieurs, nous vous disons merci, vous qui nous avez suivis, et nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir. Monsieur Bougma, je saisis encore l'occasion pour vous remercier. Et comme je vous l'ai dit, vraiment, c'est une approche, c'est un point de vue d'un citoyen individuel. Tout à fait. Voilà, donc ce n'est pas d'un parti politique, mais c'est après mûre réflexion que vous m'avez plus ou moins invité. Je me suis dit, bon, c'est une occasion de partager ta conception de la chose. Elle peut être partagée par d'autres personnes, comme elle peut être critiquée. Donc moi, ça ne me gêne pas. Mais je pense que nous devons avoir le courage de lancer ces idées et demander aux gens de réfléchir pour qu'ensemble, nous trouvons les voies et moyens pour sauver ce pays-là. Tout à fait. Voici l'intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien.